Monsieur, monsieur le directeur, cher François, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs, il n'y a pas un meilleur endroit en réalité que l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville pour établir en réalité cette réflexion associée au logement, pour établir cette première rencontre recherche du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Ce programme national d'expérimentation est en réalité la conjonction des forces de deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui s'engagent ensemble en réalité pour la qualité du logement, avec l'idée de conjuguer quantitatif et qualitatif, de conjuguer qualité architecturale et qualité environnementale, la sobriété et l'abordabilité. Quand je parle de sobriété, c'est sobriété énergétique sur la matière et sur la question foncière. Si la priorité fut celle en réalité de conduire une grande expérimentation nationale, celle de produire près de 9000 logements en France, l'heure est à présent aussi, à travers ce programme national de recherche, à l'analyse, au retour d'expérience et au début, en réalité, du travail sur la capitalisation. Pour mémoire, le groupe, les groupements, en réalité, de candidats qui ont candidaté à l'appel à manifestation d'intérêt devaient présenter une dimension recherche. Sur les 97 lauréats, 96 ont annoncé une équipe de recherche. Et c'est 41 des 97 projets qui sont issus en réalité des écoles nationales supérieures et dont 19 projets et 4 projets doctoraux, 4 thèses en contrat doctoraux, financés en réalité par le ministère de la Culture. En substance, c'est une communauté scientifique qui s'est constituée en parallèle de ce programme d'expérimentation d'une centaine de chercheurs mobilisés. L'expertise des chercheurs dans le cadre du programme est en réalité d'autant plus nécessaire que, vous le savez, le logement subit des crises à répétition, crises qui sont d'ordre social, crises technologiques face à la révolution du numérique, crise environnementale en réponse au changement climatique, combinée à la croissance de l'urbanisation. L'ensemble de ces facteurs rendent de plus en plus impératif le besoin de production de connaissances nouvelles, notamment dans le champ de l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement des territoires. Mais c'est aussi, à travers ce programme, une transformation d'un certain nombre de rapports entre acteurs, notamment les concepteurs, la recherche scientifique, la société civile, et puis ce qu'on appelle l'action publique. Les formes de mobilisation de la recherche, elles sont extrêmement variées en réalité dans le cadre de ce programme. Pour les uns, il s'agit d'une recherche qu'on pourrait dire embarquée, qui vise en fait à une observation itinéraire du projet. Pour d'autres, il s'agit d'une recherche participative, visant à une implication de l'équipe de recherche au sein de l'équipe de conception dès les phases préalables jusqu'à sa réception. Pour d'autres, il s'agit de recherche-action, c'est-à-dire visant à éclairer la conduite du projet par un accompagnement au long cours, avec des équipes qui sont intégrées, qui intègrent des chercheurs dans la perspective d'assurer un suivi, de venir documenter, apporter un autre regard, une logique d'échange, souvent avec une collectivité. D'autres prennent des formes en réalité plus traditionnelles de recherche en s'appuyant sur des savoirs et des méthodes institutionnelles et académiques. Ces recherches, toutes ces formes de recherche, se démarquent à coup sûr aussi d'une autre forme qui ressort très fortement dans le cadre de ce programme, qui est la recherche et développement, notamment des agences d'architecture qui visent à vérifier une faisabilité, notamment industrielle. Quoi qu'il arrive, toutes ces formes en réalité de recherche justifient que l'on reconsidère en réalité la place et le statut de la recherche dans la panoplie des outils susceptibles d'éclairer l'action publique, mais aussi, et d'abord et avant tout, la conception d'aujourd'hui et de demain. Mais le programme engagé pour la qualité du logement de demain n'en reste pas là. Il est complété en réalité d'un vaste écosystème d'études transversales thématiques
qu'il nous faut très clairement distinguer en réalité de la recherche. Des études qui sont réalisées sur les 20 projets incubés, sur la question des espaces partagés, sur les modes de contractualisation, les questions assurantielles, des études transversales et multi-acteurs sur la chaîne de valeur en architecture, notamment réalisées par l'Institut Louis Bachelier, sur une démarche de suivi-évaluation du programme, notamment portée par la chaire du logement de demain et par l'IDEAL. Une première conclusion. Le programme de recherche engagé pour la qualité du logement de demain se construit en réalité par le bas, par l'expérience, à distance en réalité de toute forme canonique de la recherche traditionnelle ou de la commande traditionnelle de recherche. Je pense en particulier à l'appel à proposition de recherche. Et à ce titre, la rencontre d'aujourd'hui, qui constitue vraisemblablement une forme de synapse entre vos travaux de recherche, vise une première lecture collective et constitue en réalité un premier travail de concertation avec l'ensemble des équipes de recherche. Permettez-moi en réalité de toutes et tous vous remercier très chaleureusement pour votre implication dans la conduite de ces travaux. Si le logement est en réalité aujourd'hui un lieu particulier d'actualité, la recherche en matière d'architecture domestique et son corollaire, la question de l'aménagement urbain, ont été tout au long du XXe siècle un immense défi sur lequel, je pense, il nous faut encore attacher la plus grande importance. Plusieurs dimensions, notamment inscrites dans l'histoire du logement, sont aujourd'hui réactivées et mobilisées en réalité dans le cadre de ce programme. Sous le titre en réalité des 5 étages du monde parisien, le dessin de Bertal, gravure publiée dans Le Diable à Paris, Paris et les Parisiens, revue comique de 1845, pose en réalité déjà la question des inégalités d'accès au logement. L'escalier est le reflet de la pyramide sociale. Au premier étage, le salon aristocratique, avec son lustre, ses cheminées de marbre sculptées, le cartel, médailles et trumeaux, double rideau devant de vastes fenêtres. Au-dessus, la bonne bourgeoisie partage avec l'aristocratie en réalité le privilège de la fortune et du confort. Ameublement abondant, décor flatteur, rideaux sur les lits. Les classes populaires sont à l'inverse, dans la pauvreté, le philosophe sous le parapluie et le peintre barbu calfeutré. À côté, en réalité, de cette tout aussi fantasque que tragique illustration de la société, déjà l'immeuble haussmannien bouscule en réalité les codes. Le balcon filant déconcerte en réalité les Parisiens. Les Parisiens ont en réalité le vertige, tout autant qu'en réalité ils hésiteront à entrer plus tard dans le métro souterrain. Si le plan du logement est le reflet d'une vie dictée par la domesticité, par un partitionnement extrêmement fort entre le jour et la nuit, le logement est dans le même temps un équipement fantastique en matière d'équipement technique avec des équipements d'avant-garde. Eau et gaz à tous les étages. Ils intègrent la gestion des immondices et la question de l'assainissement. Le tableau Rue de Paris, par temps de pluie, de Gustave Caillebotte en 1877, contemple avec lucidité la ville haussmannienne dont il rend compte. L'apport de l'éclairage public, notamment la question du confort intérieur du logement, est tout autant pensé en intérieur qu'en extérieur. Autrement dit, à travers Haussmann, il montre la construction d'un intérieur en même temps qu'un paysage urbain. Haussmann conçoit une ville plus compacte, plus dense, plus intense en réalité, avec près de 40 000 habitants au kilomètre carré. Si les travaux de recherche sur l'histoire du logement montrent un renouvellement constant en réalité des formes d'habitat, conçues en relation avec l'évolution des modes de vie, à ce titre, la mixité fonctionnelle, fortement promue aujourd'hui, constitue en réalité pas forcément une question nouvelle. Et par exemple, on a depuis longtemps articulé logement et commerce, et les shops bordelaises ou l'immeuble haussmannien en est bien évidemment des illustrations emblématiques de ces archétypes. Les fastes très réservés de l'habitat haussmannien seront en réalité
assez vite réinterrogée. La compacité du logement deviendra à la suite le maître mot pour offrir des logements à tout à chacun. Par exemple, la cuisine se rapproche du living room et la cuisine de Francfort, conçue en 1926, vise en réalité à réduire le nombre de pas dans la cuisine, économiser les efforts, optimiser en réalité les rangements et la question du stockage, à favoriser aussi l'intégration ergonomique de ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la question du design. Radicalité du dessin, dessiné pour rendre efficaces les tâches ménagères, tout en étant bon marché. C'est en réalité près de 10 000 unités que cette cuisine sera élaborée au cours des années 20 à Francfort. Cuisine laboratoire mesurant 1,90 m par 3,40 m. Le long du côté gauche se trouvait la cuisinière, suivie d'une porte coulissante ouvrant sur la salle à manger et le salon. Sur le mur de droite, il y avait les placards et l'évier, et devant la fenêtre était réservé en réalité l'espace de travail. Pas de réfrigérateur, mais une table à repasser escamotable. La dimension en réalité des usages et la dimension économique sont déjà en balance. À travers le refuge Tonneau, l'innovation n'est plus réservée uniquement à la question de l'espace urbain. Il est désormais présent sur l'ensemble du territoire, ici en montagne. Préfabriqué en usine, portable à dos d'homme, montage très rapide sur site, avec ses panneaux isolants d'aluminium et de contreplaqué, il constitue en réalité un équipement compact offrant 8 couchages sur 2 étages. Par sa forme, il est en réalité peu sensible au vent et son revêtement d'aluminium constitue et contribue très largement à dégager la neige autour du refuge par l'effet de rayonnement. Il diminue également les pertes de chaleur intérieure. Charlotte Perriand pose déjà une vision complète de l'habitat au regard de son environnement. La dimension économique est une nouvelle fois, là encore, plus que jamais en scène. Elle déploie le design partout dans les recoins du logement. À la suite de l'appel de l'abbé Pierre au 1er février 1954 pour bannir le mal-logement, il s'investit en réalité aux côtés de Jean Prouvé pour la réalisation de la Maison des Jours Meilleurs. 57 mètres carrés, montée en 7 heures. Trop révolutionnaire pour son époque, en réalité, il n'obtiendra pas d'homologation pour une production en réalité en série. Les fonctionnaires de l'époque n'admettront pas qu'une salle de bain puisse être située au cœur de l'espace d'habitation. Ce refus entraînera l'arrêt du projet, loin des visées de production industrielle. Fort néanmoins d'une certaine notoriété, le modèle confortera l'idée que la préfabrication peut s'appliquer, y compris à l'habitat. Le tétrodon constitue dans les années 70, là aussi, un défi social dans des coûts maîtrisés que tenteront d'interroger Jacques Bers, Henri Siriani et Annie Tribel de l'AUA. L'équipe propose en réalité un habitat modulaire reposant sur des conteneurs de 30 pieds dont le volume est augmenté à l'aide de coques en polyester, subtilement aménagées, devançant finalement en précurseur une demande de flexibilité. L'enjeu est bien l'espace. Jean Nouvel et Jean-Marc Ibos l'ont bien compris et en feront les maîtres mots de l'opération Nemosus en 1987 à Nîmes. Des logements sociaux plus beaux, plus grands, plus lumineux, sans pour autant être plus chers. Nemosus est, selon Jean-Marc Ibos, des logements les plus simples possibles. Et Jean Nouvel affirme une belle pièce pour presque tout le monde, c'est une grande pièce. Un bel appartement, c'est d'abord un grand appartement. L'idée, en réalité, parcourra les décennies. La réhabilitation de la tour Bois-le-Prêtre à Paris par Frédéric Druot et Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal vise en réalité, à travers leurs espaces capables, à offrir davantage de place au logement.
Et désormais, l'enjeu premier n'est plus uniquement celui de l'espace, mais aussi celui de la décarbonation. Et si le regretté Jacques Lucan indique que le XXe siècle est celui de l'invention du logement collectif, celui du XXIe siècle, pour sa première moitié, est celui de répondre à la transition écologique. Légataire de ces héritages, le programme de recherche engagé pour la qualité du logement de demain doit poser une analyse au regard de ces avancées et de ces héritages. Dimension urbaine, défis écologiques, modularité, faible impact, décarbonation, valeur esthétique et plaisir d'habiter, mixité des usages et confort privé et collectif, nouvelle spatialité. Ce dont on peut être fier, c'est d'avoir une maison pratique comme sa machine à écrire, affirmait en réalité Le Corbusier dans Vers une architecture en 1923. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants et des intervenantes de cette journée, l'ensemble des enseignants et des enseignantes chercheuses qui s'impliquent avec ambition aux côtés des équipes du programme engagé pour la qualité du logement de demain, l'ensemble des partenaires du programme EQLD. Le GIP EPO sera aux côtés de la direction de l'architecture du ministère de la Culture dans la structuration de ce programme de recherche. Je voudrais remercier sa directrice, Hélène Fernandez, et l'ensemble de ses équipes, mais aussi les travaux de l'ensemble des institutions qui, à nos côtés, avec le PUCA, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le REAL, ont travaillé ces dernières années sur cette question. Et à travers le logement, ensemble, construisons les nouvelles perspectives d'une recherche en architecture et gardons depuis le logement une fenêtre ouverte sur le monde. Je vous remercie.